Bienvenue sur Europe et Globe, le podcast qui explore le monde d'aujourd'hui et change notre regard sur les défis de demain. Imaginez un instant, vous savourez un carré de chocolat, vous buvez votre café du matin, vous écrivez sur du papier ou vous utilisez des produits de beauté pour prendre soin de vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ces produits du quotidien ont en commun ? On ne se pose pas toujours de questions sur ce que l'on consomme. Et pourtant, oui, tous ces produits peuvent avoir un impact sur la déforestation. Le 31 mai 2023, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement Zéro déforestation. Nous allons vous le présenter dans les différents secteurs concernés, en particulier pour les produits que nous importons du continent africain. Ce règlement touche une multitude de produits du quotidien. Cacao, café, soja, huile de palme, caoutchouc, viande de bœuf, bois, mais aussi des produits dérivés comme le chocolat, le cuir, le papier ou encore les pneus de voiture. Mais bien sûr, ce règlement n'est pas sans susciter de crainte, car l'objectif est de s'assurer que les opérateurs qui cultivent, transforment ou achètent ces produits respectent les lois des pays producteurs, tout en garantissant que les entreprises et les petits exploitants ne soient pas les grands perdants de cette nouvelle législation. Ce sont les sujets que nous allons aborder dans ce podcast en 7 épisodes. Nous allons également voir comment il se met en place dans différents secteurs et dans différents pays africains. Bonjour, je suis Élodie Ritzenthaler. Bonjour, je suis Aïssata Thiam-Leonov et ceci est un podcast d'Europe et Globe. Ce règlement fait partie du Pacte vert européen, une priorité pour l'Union européenne. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce pacte et sur son rôle ? Le Pacte vert, c'est une feuille de route pour l'Union européenne. Elle vise à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et puis à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Comment mettre en place ces objectifs ambitieux ? D'abord, on a défini des stratégies comme la stratégie de la fourche à la fourchette. Sur l'agriculture. Voilà, tout à fait. Sur l'économie bleue, qui concerne la pêche et la gestion des océans, la stratégie énergétique, et puis on a des plans d'action sur la biodiversité, l'économie circulaire, etc. Mais pour que ces objectifs deviennent réalité, il faut passer par la réglementation et donc, d'une certaine façon, par la contrainte, afin d'impulser les changements attendus. Ok, et pour bien comprendre, à quoi sert ce règlement Zéro déforestation ? Ce règlement européen se veut un levier pour que les produits que nous consommons, qu'ils soient européens ou importés, ne contribuent pas à la déforestation. Ils doivent aussi se conformer aux réglementations sociales et environnementales des pays d'origine. Mais ce n'est pas si simple. Et pour bien comprendre la situation, commençons par une question. Qu'est-ce qu'une forêt ? C'est une simple définition, mais capitale. Une forêt, selon la FAO, qui est l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est une superficie de plus de 0,5 hectares, avec des arbres de plus de 5 mètres de hauteur et un couvert forestier de plus de 10%. Et une forêt dégradée, c'est quand, par exemple, des forêts primaires ou des forêts qui se régénèrent naturellement sont transformées en forêts de plantation. On a alors une perte de biodiversité et des forêts dégradées. Le rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, nous alerte. La déforestation représente à elle seule 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la FAO nous révèle qu'en 30 ans, 420 millions d'hectares de forêts ont disparu. C'est une superficie plus vaste que l'Union européenne tout entière. Parfait pour les définitions, mais à quoi est due aujourd'hui la déforestation en Afrique ? On considère que l'expansion de l'agriculture est responsable de près de 90% de la déforestation mondiale. Mais si on se penche maintenant sur le continent africain, les forêts sont d'abord menacées par l'augmentation importante de la démographie, avec des populations qui ont parfois doublé
au cours des 15 ou des 30 dernières années, et par la demande alimentaire, les besoins en bois et en charbon, les projets miniers, mais aussi par les conflits et les guerres, les infrastructures de transport, le développement des villes, etc. Tout cela a un impact. Oui, tous ces éléments affectent effectivement les forêts africaines. Mais parmi les nombreuses causes qui entraînent la déforestation, le règlement européen, qu'on appellera le RDUE tout au long de nos épisodes, ne considère la déforestation que comme la conversion de la forêt pour un usage agricole. Et maintenant, si on s'intéresse au continent africain, la plus grande forêt se trouve en République démocratique du Congo. Mais elle ne représente que 3% de la surface forestière mondiale. En effet, les plus grandes forêts du monde se situent d'abord en Fédération de Russie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis et en Chine. À eux 5, ces pays représentent 55% des surfaces forestières du monde. La forêt russe, c'est 20% de la forêt mondiale et le Brésil, 12%. Mais ce sont les forêts tropicales qui sont les plus diversifiées et les plus riches en biodiversité. Et après l'Amazonie, le bassin du Congo est considéré comme le deuxième poumon vert de la planète. Et ce sont surtout les forêts tropicales qui, malheureusement, sont à risque. En Afrique, certains pays ont perdu une partie importante de leurs forêts au cours des dernières décennies. Oui, tout à fait. Alors, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, mais on voit que c'est aussi la situation du Tchad, du Bénin, de l'Ouganda et puis de pas mal d'autres pays sur le continent africain. Alors, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, elle a perdu plus de 50% de ses forêts depuis l'an 2000. Et j'ai vu qu'en Afrique de l'Ouest, l'essentiel de la forêt primaire a en effet déjà disparu. Il reste seulement la forêt du Libéria. Les forêts primaires de la région du bassin du Congo, en Afrique centrale, sont également à risque. Et si le règlement zéro déforestation a suscité beaucoup d'enthousiasme et certaines craintes, c'est quand même là qu'il prend tout son sens, n'est-ce pas? Oui, en effet. Pour la Commission européenne, l'objectif est évidemment que nos importations ne participent pas à la déforestation, mais aussi de s'assurer que les produits respectent les législations des pays producteurs, que les secteurs soient plus inclusifs et durables, et que les petits producteurs soient rémunérés au juste prix. Bien sûr, l'idée, c'est quand même d'éviter que ce règlement européen ne perturbe l'approvisionnement du marché des 27 États membres, et puis que nos fournisseurs puissent s'aligner, que les producteurs ne soient pas affectés par les nouvelles contraintes juridiques que nous imposons. Parce que si tel est le cas, ça voudrait dire en fait un appauvrissement des populations locales et puis un appauvrissement des pays pour lesquels ces secteurs peuvent jouer un rôle clé en matière de revenus et de lutte contre la pauvreté. D'accord ? Donc, globalement, oui, on sait que l'Afrique subsaharienne va continuer à déforester dans les années à venir. La raison principale, on en a déjà parlé, c'est l'augmentation des populations, c'est les besoins liés à leur alimentation et puis le fait aussi que, on a 80% des populations en Afrique subsaharienne qui dépendent encore du bois énergie et puis du charbon. Alors face à tout ça, des initiatives sont lancées pour réduire cette dépendance. On a mis en place des foyers améliorés, l'utilisation d'alternatives pour l'utilisation de biomasse non ligneuse, comme par exemple des résidus agricoles, ou bien des plantations qui vont être complètement dédiées au bois énergie. Mais en fait, ces initiatives, elles existent à encore trop petite échelle. Et en même temps, les systèmes alimentaires de ces pays doivent relever plusieurs défis. Comme chez nous d'ailleurs, on considère qu'ils doivent relever 3 défis. 1, assurer la sécurité alimentaire d'une population croissante. 2, fournir des moyens de subsistance, donc des revenus suffisants aux agriculteurs et puis aux personnes travaillant dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Et puis enfin 3, améliorer la durabilité environnementale des secteurs. Si l'on revient sur notre règlement zéro déforestation, les pays africains ne sont pas des producteurs clés de la plupart des produits qui sont inclus dans ce règlement, mis à part pour le cacao. Oui, en 2023, l'Afrique elle produit 82% du cacao mondial. On a 2 leaders qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais en dehors du cacao, l'EVA africain pour le caoutchouc naturel, c'est 11% de la production mondiale. Et puis le café africain, c'est 10%. Les autres secteurs, comme l'huile de palme, le bois, la viande de bœuf, les produits dérivés, etc. Pour tous ces secteurs-là, la contribution du continent africain est beaucoup plus modeste.
Mais si la production africaine apparaît modeste, il faut considérer que des millions de petits producteurs sont engagés dans ces filières. Et ces producteurs sont directement concernés par ce règlement. L'Union européenne est un acheteur clé de ces produits, donc le règlement a un impact sur leurs exportations. Oui, c'est vrai, et c'est la raison pour laquelle les pays, les entreprises et puis les populations qui ne seront pas en conformité avec ce règlement zéro déforestation de l'Union européenne seront potentiellement affectés. Bon, l'important pour l'Europe, c'est à la fois de maintenir ses marchés d'approvisionnement, tout autant que de s'assurer que tout le monde en sorte gagnant, y compris les petits producteurs africains, évidemment. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Actuellement, on comprend que l'Union européenne est en train d'évaluer les pays les plus à risque de déforestation. On parle de risque fort, standard ou faible. Mais comment est réalisée cette analyse et qu'est-ce que ça change pour les pays ou pour les opérateurs privés ? Alors l'analyse est en effet en train d'être réalisée. Elle est faite à partir de données satellitaires, mais aussi par le biais de rapports qui sont faits sur le terrain. Le niveau de risque, ça change d'abord le niveau de contrôle des marchandises qui sera mis en place à nos frontières par nos autorités. Il y aura plus de contrôle pour les pays à haut risque de déforestation et moins de contrôle pour ceux à risque faible. Et le niveau de risque, ça va aussi influer sur les obligations qui sont demandées aux opérateurs pour ce qui est des informations à fournir. En fait, le règlement zéro déforestation s'adresse véritablement au secteur privé. Mais dans le règlement, on parle des opérateurs. Qui sont-ils ? Alors avec ce règlement, ce sont en effet les opérateurs privés qui doivent non seulement bien agir, mais aussi prouver et démontrer qu'ils agissent bien. Et cette preuve à fournir, elle peut également être en fait assez compliquée pour les entreprises. On demande aux opérateurs, c'est-à-dire en fait aux importateurs, de fournir la preuve qu'ils répondent bien aux lois des pays de production et de transformation. Ça veut dire le respect du cadre juridique sur les droits de l'homme, le droit du travail. Ça concerne évidemment aussi le travail des enfants. Et puis, il y a les réglementations en matière d'environnement, de fiscalité, de lutte contre la corruption, etc. Alors, Élodie, pourquoi ces sujets sont-ils importants ? On sait que le secteur agricole, ça représente plus de 70% du travail des enfants dans le monde. Selon l'UNICEF, il y aurait en fait plus de 112 millions d'enfants concernés. Les cas de travail des enfants et puis les cas de travail forcé sont particulièrement préoccupants, en particulier dans le secteur des plantations. Et puis, l'Organisation internationale du travail a une définition précise de ce qu'est le travail des enfants, mais il y a de nombreuses discussions sur le sujet. Bon, pour l'OIT, le travail des enfants, ça désigne un travail qui les prive de leur enfance, de leur potentiel et puis de leur dignité. Ça désigne un travail qui est mentalement, physiquement, socialement ou moralement nuisible aux enfants. Alors il faut considérer que la participation des enfants ou des adolescents à des travaux économiques qui n'affectent pas leur santé, leur développement personnel, et puis qui n'interfèrent pas avec leur scolarité ou leur participation à des programmes de formation professionnelle, ça n'est pas considéré comme du travail des enfants. Donc, aider les parents à la maison, participer à une entreprise familiale ou gagner de l'argent de poche en dehors des heures de cours et pendant les vacances scolaires pendant quelques heures et sous la surveillance d'un adulte, tout ça, ce n'est pas considéré comme du travail des enfants. Oui, c'est exact. Donc les pays du continent africain ont, comme partout dans le monde, généralement ratifié la convention de l'OIT sur l'abolition du travail des enfants et puis sur l'âge minimum. Alors cet âge minimum, il est souvent entre 14 et 16 ans dans les différents pays du monde. Bon, mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays africains ne mettent pas vraiment en œuvre et puis ne contrôlent pas suffisamment les acteurs économiques. Ces secteurs sont généralement très informels. Et puis les États investissent malheureusement encore insuffisamment sur l'éducation. On voit que les activités agricoles génèrent aussi de nombreuses inégalités. Oui, et puis les femmes sont beaucoup moins susceptibles d'avoir un titre de propriété sur les terres qu'elles cultivent. On sait qu'elles représentent près de 40% de la main-d'œuvre agricole dans le monde, mais que seulement 15% d'entre elles sont des propriétaires fonciers. Mais il y a aussi les communautés autochtones. Elles ont des droits d'utilisation informelle des terres et font face à de nombreux conflits fonciers. Oui, tout à fait. Et puis ces communautés indigènes, elles peuvent faire face à un manque de transparence sur les conditions et puis ce qu'on appelle les processus d'acquisition des terres qui sont réalisés par des entreprises et puis des multinationales étrangères.
En ce qui concerne l'environnement de manière générale, rappelons que l'agriculture est le plus grand consommateur d'eau au monde. Plus de 70% des prélèvements d'eau mondiaux. Oui, c'est certain. Et la moitié des terres habitables de la planète sont utilisées pour l'agriculture. Et puis, l'utilisation excessive de pesticides et d'engrais entraîne la dégradation des sols et peut avoir des conséquences pour la santé des populations. On voit que les sujets sont en effet complexes. Mais dans le règlement européen, au-delà de la légalité, c'est-à-dire l'obligation de respecter le cadre juridique des pays producteurs en matière sociale et environnementale, on demande également aux opérateurs de la traçabilité. Rappelons que la traçabilité, c'est un aspect vraiment important de la gestion de la qualité. Parce que grâce à la traçabilité, en fait, les acteurs d'une chaîne d'approvisionnement vont pouvoir identifier l'origine d'un produit, le moyen de transport qui est utilisé, et puis même les conditions de stockage. Donc l'utilisation d'un système de traçabilité, c'est important dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire parce que ça permet d'avoir une meilleure gestion des stocks et puis aussi un meilleur suivi des produits. Donc parmi les avantages d'un système de traçabilité alimentaire, il y a par exemple une plus grande confiance des consommateurs dans le produit acheté. Il y a aussi un meilleur rappel des aliments et une meilleure gestion des crises alimentaires. Donc avec ce règlement, zéro déforestation, on veut en effet savoir dans quel champ, c'est-à-dire dans quelle parcelle a été récolté le café, récolté le cacao, le latex, qui va arriver sur le marché européen. Donc, il est demandé de fournir les coordonnées GPS de chaque parcelle. Et puis, les États membres de l'Union européenne, à partir de ces coordonnées GPS, elles vont pouvoir vérifier les données. D'abord, grâce à nos satellites Copernicus, et puis, pourquoi pas, avec des vérifications qui seront réalisées sur le terrain. Donc, nos autorités pourront savoir, avec ces éléments, si telle et telle parcelle a été déforestée ou pas depuis le 1er janvier 2021, qui est la date butoir prévue par le règlement. Ces deux éléments, quant au cadre juridique et à la géolocalisation des parcelles, ils doivent être inclus dans un rapport. Ce rapport, on l'appelle un rapport de due diligence. En français, on dirait de la diligence raisonnée. Voilà, et ces éléments, ils doivent donc être fournis par l'opérateur, c'est-à-dire celui qui met les produits sur le marché européen. Voilà. Ensuite, et puis selon le niveau de risque de déforestation du pays producteur... Ce dont on a parlé précédemment. Tout à fait, voilà. On peut demander à ce que les entreprises aient un système de gestion et de réduction des risques en interne. Et puis qu'elles en fassent le suivi et qu'elles réduisent ces risques au maximum. Donc en fait, pour les opérateurs, ça veut dire mettre en place des systèmes de change management sur l'ensemble de leur filière. Toutes ces informations, elles doivent être fournies par les entreprises quand elles importent du café, du cacao, du bois, de l'huile de palme, etc. pour le marché européen. Et puis elles doivent les fournir avec les documents classiques d'importation. Et en plus, le règlement zéro déforestation a suscité beaucoup de remous parce que le délai de mise en œuvre était assez court dans des secteurs dans lesquels il y a bon nombre de petits producteurs, d'intermédiaires, de coopératives, etc. Oui, le règlement est en effet un peu compliqué à mettre en œuvre dans certains pays ou bien pour certains opérateurs. C'est vrai que nombre d'entre eux ont été informés de l'existence de ce règlement européen assez tardivement. Bon, les autorités des États membres de l'Union européenne vont vérifier que les parcelles géolocalisées n'ont pas été déforestées entre le 1er janvier 2021 et puis le moment où la marchandise va entrer sur le marché de l'Europe. Donc, et puis la due diligence, la diligence raisonnée, demande à ce qu'on collecte bon nombre d'autres données, comme on l'a vu, évidemment. Oui, et finalement, face aux critiques et à la pression venant de toutes parts, les institutions européennes ont décidé en novembre 2024 de fournir un délai additionnel d'1 an. Oui, le règlement devient ainsi obligatoire et va être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2026 seulement. Cette période de transition, elle vise à garantir que les petits exploitants agricoles continuent de travailler dans ces secteurs, non seulement parce que nous voulons maintenir nos chaînes d'approvisionnement, mais aussi, et c'est un élément clé, parce que nous ne voulons pas qu'ils subissent de pertes de revenus et de marché. Des millions de petits exploitants agricoles travaillent dans ces secteurs. Et l'objectif, c'est évidemment de grandir ensemble. Il n'est dans l'intérêt de personne,
en Europe ou en Afrique, d'accroître leurs difficultés et de voir leurs revenus diminuer, alors qu'ils sont nombreux à déjà vivre dans la pauvreté. Mais Élodie, ce règlement est quand même très contraignant. Les opérateurs qui ne seront pas en conformité avec ce règlement risquent une amende de 4% de leur chiffre d'affaires annuel global, et non pas 4% de la valeur du conteneur qui n'est pas en conformité. Donc ça fait une grosse différence. Voire, ils peuvent subir une confiscation de leurs transactions ou être exclus tout simplement du marché européen. Ah oui, ils risquent gros. Mais les critiques quant à ce RDUE ont également porté sur le coût d'adaptation pour les entreprises. Alors certes, comme pour tout changement ou tout investissement, cela a un coût. Et si ici la contrainte vient d'une réglementation, généralement, ce sont les clients qui demandent à leurs fournisseurs de s'adapter, de répondre à un besoin de leur clientèle ou de répondre à telle ou telle certification, par exemple. Et si le fournisseur ne s'adapte pas ou ne répond pas à une certification demandée, alors il peut perdre le marché. Donc, au-delà du coût d'adaptation, peut-être serait-il également utile de parler du coût de la non-adaptation pour les opérateurs. Donc, pour bien comprendre, si je ne m'adapte pas, je perds le marché tout simplement. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que la lutte contre le changement climatique, de manière générale, ne pourra se faire que par le biais de la contrainte et en utilisant plus largement les outils digitaux et de nombreux indicateurs et de données. Pour les contrôles qui seront réalisés par les autorités européennes, alors on sait par exemple que la production de cacao, c'est 200 kg par hectare au Libéria, et puis environ 500 à 600 kg par hectare en Côte d'Ivoire. Pour le café, selon les pays et les régions, voire selon les modes de culture en fait, on peut avoir entre 2 et 6 tonnes de cerises. Donc il est également possible d'avoir des données de productivité à l'hectare pour les palmiers à huile, les EVA, etc. Donc tout ça, toutes ces données, ça va permettre aux États membres de l'Union européenne de vérifier ce qui a été fourni par les opérateurs. Et puis ça va être croisé avec les volumes importés et les coordonnées GPS de manière générale. Donc, si on se retrouve avec 50 tonnes par hectare sur une parcelle spécifique, on saura évidemment que les données fournies sont fausses. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai cru comprendre qu'avec la complexité des indicateurs et informations que les entreprises doivent collecter, on voit émerger dans tous les secteurs agricoles, mais aussi industriels, des entreprises digitales. Absolument. Ces entreprises ont justement pour rôle d'aller chercher ces données et d'analyser les informations sociales, environnementales, etc. Elles doivent inclure l'ensemble des acteurs d'une filière, du petit paysan à celui qui achète bord champ, c'est-à-dire au bord du champ, les différents intermédiaires, les coopératives, les entreprises de lavage des cerises de café, par exemple, les transporteurs, etc. Il est plus que probable que ces entreprises digitales auront un rôle grandissant à l'avenir pour accompagner les acteurs dans leurs obligations de reporting. Ce que demandent également de plus en plus les banques d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc ce règlement, ça met beaucoup de pression sur le secteur privé, mais il faut comprendre qu'il peut être aussi un levier véritable pour encourager une production plus responsable. Alors Élodie, concrètement, est-ce que le prix de ma tasse de café, de mes chocolats ou de ma crème de soin va augmenter dans les mois à venir? Ça, c'est difficile de répondre à cette question parce que de nombreux éléments peuvent affecter le prix d'un produit spécifique. Avec le changement climatique, on sait que les volumes de production sont évidemment plus aléatoires. De plus, il faut se souvenir que le prix de l'énergie peut affecter les industries. Il est donc probable que les prix de ces matières premières, si elles augmentent, ce ne sera pas uniquement à cause du règlement zéro déforestation. Et puis, il faut considérer qu'une plus grande traçabilité des marchandises, c'est également un moyen d'être plus compétitif pour les entreprises et puis de mieux comprendre où se trouvent les goulets d'étranglement le long de leur chaîne d'approvisionnement. Alors, certaines entreprises, même en dehors de l'Union européenne, ce qu'il faut comprendre, c'est que des entreprises au Royaume-Uni, aux États-Unis et même des entreprises asiatiques considèrent déjà notre réglementation comme un moyen intéressant d'être vraiment plus durable. Donc l'Europe, on est des frontrunners, on est en tête de ces changements, mais d'autres pourraient la suivre. Comment agir sur la déforestation mondiale tout en respectant les réalités des petits producteurs en Afrique et ailleurs? Ce règlement pourrait-il vraiment changer les choses?
On va en parler dans les prochains épisodes. Nous vous présenterons plusieurs secteurs afin d'avoir une meilleure compréhension des enjeux et de l'état de préparation des filières. Nous parlerons des différents produits agricoles inclus dans le règlement zéro déforestation et nous voyagerons ici et là en Côte d'Ivoire, en Ouganda, en Namibie, en Afrique du Sud, au Libéria, au Congo-Brazzaville et ailleurs sur le continent africain. Et pour le prochain épisode, nous parlerons plus en détail de l'impact de ce règlement sur le cacao, un secteur clé pour l'Afrique et pour de nombreux gourmands. Merci Aïssata. Merci Elodie. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. À très vite. À très vite.